This is my favorite shop. Hello. Martin, I have 5 grandchildren. I want to buy violins for them. Depuis des décennies, André Roux conquiert le cœur du public du monde entier grâce à son violon, son orchestre et ses magnifiques interprétations. Mais derrière la musique et les ovations, se cachait une facette de sa personnalité que peu connaissaient vraiment. Il se confie enfin et révèle des secrets de sa vie que ses fans n'auraient jamais imaginés. De ses difficultés personnelles aux choix qui ont façonné sa carrière, en passant par ses motivations profondes. Tout est dévoilé. Rejoignez-nous pour une plongée dans la vie du maestro et découvrez des histoires longtemps restées secrètes. L'autre facette d'André Roux se tenait souvent dans sa maison de Maastricht et contemplait les vieilles rues avec le sentiment que sa vie était encore pleine de passion. L'idée de voguer sur les flots à bord d'un paquebot ne correspondait pas à l'homme qu'il pensait être. André Roux ne désirait ni une vie tranquille ni de longues journées de repos. Chaque matin, il aspirait encore à monter sur scène. Même lorsqu'André Roux s'accordait une courte pause, il la limitait à quelques jours. Chaque année, il partait en famille à Rome pour 3 jours seulement, savourant ses instants de calme avant de replonger dans un emploi du temps chargé entre répétitions et nouveaux projets. La retraite était une perspective qu'André Roux n'a jamais envisagée. Son esprit regorgeait d'idées nouvelles, souvent plus vite qu'il ne pouvait les concrétiser en spectacle. Il aimait dire, mi-sérieux, mi-plaisantin, qu'il n'était qu'à mi-chemin de son parcours et qu'il pourrait facilement vivre jusqu'à 40 ans. Cette déclaration témoignait de l'espoir qu'André Roux nourrissait encore en lui. Il imaginait de nouvelles tournées, de nouvelles villes et de nouvelles façons de rendre chaque concert plus éclatant que le précédent. Mais la réalité commençait à le rattraper. Son corps ne suivait plus l'énergie de ses rêves. Après chaque concert, il luttait pour trouver le sommeil et ses longues nuits sans repos devenaient dangereuses. Malgré tout, André Roux continuait d'avancer car la musique en lui refusait de s'éteindre. Lorsque le monde s'est arrêté pendant le confinement, un autre combat s'est abattu sur André Roux. Toutes les salles de concert fermèrent, toutes les tournées s'arrêtèrent et soudain, il se retrouva plongé dans un silence pesant qu'il n'avait jamais connu. André Roux confie que ces mois furent un véritable supplice. Sans le son des violons, sans la foule et sans l'adrénaline des concerts. Sa vie lui semblait étrangement vide. Pour occuper ses longues journées, André Roux cherchait une nouvelle activité. C'est alors qu'il s'est mis à la pâtisserie. Au début, ce n'était qu'un moyen de passer le temps, mais bientôt, cela lui apporta un peu de réconfort. Tard dans la nuit, alors qu'André Roux ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil, il regardait des vidéos de pâtisserie sur son téléphone et apprenait de nouvelles astuces et recettes. Il expérimentait différentes saveurs et différentes formes. Et peu à peu, sa cuisine s'emplit de délicieuses odeurs qui redonnèrent de vie à la maison. Online, il a partagé certaines de ses créations avec ses fans, qui ont réagi avec surprise et affection. Ils ont adoré voir André Roux dans un moment si simple et humain, loin des scènes et des orchestres. Ce nouveau passe-temps a permis au public de découvrir le musicien sous un jour différent. Cela a permis à André Roux de se sentir plus proche de ses fans et a révélé une facette personnelle de sa vie que beaucoup ignoraient. Ce petit passe-temps l'a mené vers de nouveaux horizons. André Roux a reçu une invitation à participer à la version néerlandaise du « Meilleur pâtissier ». Les spectateurs étaient amusés de le voir là, pâtissant avec la même concentration que sur scène. Certains fans se demandaient, non sans humour, si André Roux se préparait à une seconde carrière. Mais il ne l'a jamais vu ainsi. La pâtisserie l'aidait à se détendre, à réfléchir et à respirer pendant une période difficile. Mais le violon restait sa passion. Cependant, il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas maintenir ce rythme indéfiniment. Les longs vols et les déplacements fréquents étaient devenus plus difficiles. Mais il tenait toujours à partager sa musique avec ceux qui l'aimaient. André Roux savait qu'aucune cuisine au monde ne pourrait remplacer l'émotion de se tenir devant des milliers de personnes, bercées par la musique. Il entreprit donc de façonner un nouveau rythme de vie, des tournées plus courtes, moins de voyages à travers le monde et davantage de soirées dans le confort de son foyer. Ce changement n'a pas entamé sa passion. Il a simplement permis à André Roux de continuer à jouer sans perdre de sa force. Son objectif est resté le même. Partager la beauté, la joie et l'émotion avec tous ceux qui venaient l'écouter. Ce qu'André Roux a créé dans la musique classique était rare et lumineux. Il choisissait des œuvres qui touchaient le cœur, en mêlant des œuvres célèbres à des mélodies qui faisaient rire ou pleurer. André Roux a rassemblé des personnes de tous âges et de tous pays, car sa musique était universelle. Il a démontré que, partagée avec amour, la musique transcende le simple son. Cela devient une sensation qui perdure longtemps après que la dernière note se soit éteinte.
Son parcours, quant à lui, fut pour le moins original. La naissance d'un maestro. André Roux a grandi dans une famille animée et pleine de vie, au sein d'une fratrie de 6 enfants. Son père, Andries Antoni Roux, était chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Maastricht, et la musique résonnait jour et nuit dans leur foyer. André Roux a grandi bercé par les sonorités puissantes et harmonieuses qui emplissaient les pièces, et ses premiers instants ont profondément marqué sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, il se sentait profondément et naturellement attiré par la musique. À seulement 5 ans, André Roux prit le violon en main, sans se douter que cet instrument deviendrait le centre de sa vie. Il adorait le monde des orchestres, mais il confia plus tard que ses parents, et surtout son père, étaient stricts et exigeants en matière de musique et de discipline. André Roux a fait ses premiers pas dans la formation musicale au Conservatoire royal de Liège. Il a ensuite poursuivi ses études au Conservatoire de Maastricht de 1968 à 1973. À Maastricht, il a été l'élève de professeurs renommés tels que Joe Judah et Herman Krebers, qui ont contribué à façonner sa technique et à développer son assurance. Après avoir terminé ses études aux Pays-Bas, André Roux s'installe à Bruxelles pour intégrer l'Académie de musique. De 1974 à 1977, il y étudie auprès d'André Gertler et se perfectionne jusqu'à l'excellence. À l'issue de ses études, André Roux obtient le premier prix, l'une des plus prestigieuses distinctions du Conservatoire royal de Bruxelles. En 1975, André Roux épousa Marjorie Kochman, une femme qui partageait son esprit créatif. Marjorie était professeure de langue, mais elle composait aussi de la musique, ce qui renforça encore davantage leur lien. Ensemble, ils élevèrent 2 fils. L'un de ses fils, Pierre, a joué un rôle important dans la carrière d'André Roux. Il a ensuite rejoint l'orchestre Johann Strauss en tant que producteur et a largement contribué au succès des concerts. Au fil du temps, André Roux a acquis la maîtrise de 6 langues: le néerlandais, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol, ce qui a permis à un public international de recevoir un message plus personnel lors de ses concerts. André Roux s'installa à Maastricht, choisissant un charmant château médiéval comme résidence. Il racontait souvent que ce château avait été la demeure de Castlemore, le personnage légendaire de Charles de Bath, connu sous le nom de D'Artagnan. L'histoire et le style du bâtiment correspondaient à l'attrait d'André Roux pour l'élégance et les récits. En 1987, André Roux fondait l'orchestre Johann Strauss, qui ne compte initialement que 12 musiciens. Leur premier concert a lieu le 1er janvier 1988. Peu à peu, l'orchestre s'agrandit pour devenir un ensemble important et dynamique, comptant finalement une 60aine de membres qui se produisent ensemble à travers le monde. En vieillissant, André Roux s'est affranchi des méthodes strictes et traditionnelles transmises par son père pour développer son propre style. Il joue sur un rare violon Stradivarius de 1667, instrument qui contribue à la sonorité riche et onctueuse qui le caractérise. Avec son orchestre, il a effectué des tournées en Europe, en Amérique, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 2008, il a même transporté une réplique grandeur nature du château de l'impératrice Sissi, créant ainsi l'une des plus grandes scènes itinérantes de l'histoire des concerts. En 2016, la fortune d'André Roux était estimée à environ 25 millions d'euros. Depuis des décennies, André Roux offre au public des moments inoubliables grâce à sa musique. Ses concerts ont apporté joie, couleur et enthousiasme à des millions de fans à travers le monde. Il est devenu célèbre pour son jeu de violon virtuose, sa présence scénique chaleureuse et la puissance émotionnelle de ses interprétations. À la tête de l'orchestre Johann Strauss, André Roux a su rassembler des personnes de tous horizons et de toutes générations. Ses spectacles étaient toujours une véritable célébration de la vie, débordant d'énergie, d'humour et de beauté. Derrière cette image impressionnante, cependant, André Roux cachait une histoire personnelle que beaucoup ignoraient. Pendant des années, il a cru que rien ne pourrait l'arrêter. Il était fier de n'avoir jamais annulé un concert pour cause de maladie. Il aimait même dire que le décalage horaire ne l'affectait pas. Bien qu'il prenne l'avion d'un continent à l'autre presque chaque semaine, André Roux travaillait sans relâche, enchaînant les longues tournées et les répétitions incessantes. Tout a basculé lors d'un moment crucial en 2024. Cette période a marqué le début d'un grave problème de santé qui l'a bouleversé. André Roux ne s'attendait pas à être confronté à une épreuve aussi difficile, qui a failli brutalement mettre un terme à sa vie trépidante.
Face à l'inattendu, tout avait été préparé avec le plus grand soin pour ce retour tant attendu. Chaque détail, des lumières de la scène aux préparatifs de voyage, avait été vérifié et revu. Après 6 longues années d'absence, André Roux revenait enfin au Mexique, pays avec lequel il avait toujours ressenti une profonde connexion. L'excitation était palpable dans tout le Mexique. Nombreux étaient ceux qui attendaient depuis des années de revoir André Roux en concert. Et dès la mise en vente des billets, ils se sont arrachés en un clin d'œil. Les 2 premiers concerts à Mexico furent un véritable triomphe. La musique était riche et ample. La foule a répondu par des acclamations enthousiastes. Et André Roux, comblé de joie, est remonté sur scène. Mais ce bonheur fut de courte durée. Moins de 24 heures après le 2e concert, tout a basculé. La santé d'André Roux s'est soudainement dégradée, prenant tout le monde, lui y compris, par surprise. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé avec un vertige intense. La pièce entière tournait autour de lui dans un lent et terrifiant tourbillon, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Au petit matin, André Roux se sentait faible, tremblant et épuisé. C'était comme si quelque chose en lui avait lâché après des années de pression constante. Avec le recul, il était évident que le programme précédant la tournée avait été beaucoup trop chargé. André Roux s'était efforcé de terminer la production d'un DVD tout en suivant des cours d'espagnol intensifs pour préparer sa tournée au Mexique. Ses journées étaient remplies du matin au soir, sans aucun répit. Pendant longtemps, André Roux avait cru que sa passion, sa détermination et son optimisme lui permettraient de tenir le coup. Il parlait souvent de la façon dont la musique l'aidait à surmonter toutes les épreuves, mais il devait désormais se rendre à l'évidence. Après avoir consulté plusieurs médecins, on lui avait diagnostiqué une infection du nerf vestibulaire. Cette affection touche l'oreille interne, une zone qui contrôle l'équilibre. André Roux a été profondément bouleversé de constater à quel point une simple infection pouvait bouleverser son quotidien. Pour lui, cela signifiait qu'il ne pouvait plus marcher sans trébucher, tourner la tête sans avoir la nausée, ni se tenir debout sous les projecteurs sans perdre l'équilibre. Il comprit rapidement qu'il ne pouvait ni ignorer ni surmonter la situation. C'était grave et cela exigeait une véritable guérison. Le diagnostic contraignit André Roux à faire quelque chose qu'il avait rarement fait de sa vie. Annuler des tournées. Des concerts entiers en Australie et au Royaume-Uni ont dû être annulés. Pour quelqu'un qui aimait la scène plus que tout et qui assumait la responsabilité financière d'un grand orchestre, de son personnel et de son équipe technique, cette nouvelle fut un véritable coup dur. Non seulement parce qu'il adorait faire de la musique, mais aussi à cause des fans qui étaient venus l'applaudir. Les médecins lui ont prescrit 6 mois de repos, une période qui lui paraissait interminable, habitué qu'il était à travailler sans relâche. Pour ne rien arranger, André Roux a dû passer un scanner cérébral afin de dépister d'autres affections graves, notamment une éventuelle tumeur. Les résultats se sont révélés normaux, ce qui l'a soulagé. Mais la peur qu'il avait ressentie à ce moment-là ne l'a jamais quitté. La nouvelle de l'annulation s'est répandue comme une traînée de poudre et a brisé le cœur des fans qui attendaient de le voir depuis des années. En coulisses, le poids émotionnel de cette nouvelle a pesé lourdement sur toute l'équipe. Le fils d'André Roux, Pierre, a expliqué plus tard ce qui s'était réellement passé. Il a révélé que les problèmes avaient commencé avant même le premier concert. Le long vol vers le Mexique avait été épuisant et son corps n'avait tout simplement pas pu récupérer assez vite. Le stress est rapidement monté. Ce qui avait commencé par de la fatigue et de la pression s'est transformé en quelque chose de bien plus dangereux. André Roux n'avait qu'une courte journée de repos avant la première représentation, et cette journée était loin d'être suffisante. Son corps lui envoyait des signaux d'alarme depuis des semaines, mais il s'obstinait. Hélas, ses forces l'ont abandonné. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de fatigue. André Roux était gravement malade, et son état s'aggravait d'heure en heure. Face à cette situation de plus en plus critique, Pierre et toute l'équipe prirent la difficile décision d'annuler les dates restantes de la tournée et d'organiser un retour immédiat. Ce fut un choix douloureux, surtout après tant de préparatifs et d'attentes. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait préserver la santé d'André Roux, même au risque de décevoir des milliers de supporters. Tous s'accordaient à dire que le protéger de toute aggravation de sa blessure primait sur toute performance. Le son du silence. André Roux a quitté le concert bien plus tôt que prévu. Il avait passé des années à enchaîner des scènes sans relâche, mais cette fois, ses forces l'ont abandonné rapidement. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport et a embarqué pour Maastricht, il portait un poids qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Son corps l'obligea à s'arrêter et il comprit enfin qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Cette vérité s'imposa à lui tandis qu'il rentrait chez lui.
De retour dans la maison qu'il partageait avec sa femme Marjorie, les signes étaient impossibles à ignorer. Il essaya de réfléchir à un changement de date ou à un report des spectacles. Mais l'idée s'évanouit presque aussitôt. Il était trop épuisé et ne pouvait se résoudre à faire semblant du contraire. André avait toujours pris soin de son corps, mais l'âge commençait à se faire sentir d'une manière inédite. Cette fois, ses forces ne revinrent pas. Pendant des années, André avait surmonté de petits maux, montant sur scène même lorsqu'il se sentait faible. Il avait travaillé malgré la fièvre, la fatigue et de longues journées de voyage, mais au Mexique, ses jambes tremblèrent d'une manière qui l'inquiéta. Il avait l'impression qu'il allait s'effondrer devant des milliers de personnes, et cette peur ne le quittait pas. C'était la première fois que son corps l'obligeait à ralentir. Il ne pouvait l'ignorer, et il ne pouvait pas se forcer à aller de l'avant. Pendant sa convalescence à domicile, des personnes du monde entier ont tenté de le soutenir. Messages, lettres et suggestions ont afflué. Une personne d'Australie lui a même conseillé des exercices d'équilibre simples pour l'aider à retrouver la maîtrise de son corps. Il répétait les étapes avec soin chaque jour, déplaçant ses pieds lentement, fixant son regard et essayant de tenir en équilibre sur une jambe. Cela demandait des efforts. Mais après des mois d'entraînement, il constata des progrès. Son équilibre s'était amélioré. Cette longue période passée chez lui a aussi permis de porter un regard différent sur sa vie. Il s'est rendu compte qu'il oscillait entre deux extrêmes. Soit il se donnait corps et âme à son travail, soit il se laissait aller à un repos complet. Il n'y avait pas de rythme régulier entre les deux. Il constata également que nombre des tâches qu'il avait acceptées au fil des ans n'avaient rien à voir avec la musique. Son emploi du temps était rempli d'inaugurations, de discours et de paperasse. Rien de tout cela ne nourrissait son âme. Alors, il s'assit et examina attentivement ses journées. Une liste recensait les choses qui lui apportaient de la joie, et cette liste restait courte et simple. La musique occupait une place centrale. La famille était tout près. L'autre liste regroupait tout ce qui l'épuisait. Il l'épuisait sans rien lui donner en retour. Il décida d'y mettre fin, se libérant des responsabilités qui l'avaient éloigné de ce qu'il aimait le plus. Même s'il se sentait de nouveau plus fort, la maladie laissait encore des traces. 4 concerts ont dû être annulés, et de nombreuses personnes qui attendaient depuis des mois de le voir sur scène ont été déçues. Certaines avaient même traversé le monde dans l'espoir de l'assister à un concert. Les billets seront remboursés, mais les concerts ne seront pas reprogrammés. Il comprit qu'il ne pouvait plus s'épuiser à voyager comme avant. Son équipe le comprenait aussi. Les concerts encore prévus dans des pays comme le Chili, l'Argentine et la Colombie l'amenèrent à envisager l'avenir sous un nouvel angle. Il n'était plus possible d'organiser de longs voyages des années à l'avance. Son entourage a donc commencé à s'organiser différemment, préférant déménager au fil des ans plutôt que de prévoir des mois de déplacement. Il fallait préserver sa santé, et il a accepté. Il savait qu'il devait préserver ses forces s'il voulait continuer à faire de la musique dans les années à venir. Même si les concerts à distance risquaient de se raréfier, ses fans pourraient toujours le retrouver à Maastricht. Les concerts d'été sur la place Vriethof restaient au cœur de son activité. Ces concerts lui procuraient une chaleur qu'il ne retrouvait nulle part ailleurs. Les rues familières et la profonde connexion avec le public l'aidaient à se concentrer pleinement sur la musique. Jouer là-bas lui rappelait pourquoi il avait choisi cette voie. Même en s'adaptant à ses nouvelles limites, il s'accrochait à ce qui, dans son travail, continuait de donner un sens à sa vie, la musique. Les jours passaient, et chacun attendait le moindre signe d'amélioration. Près d'une semaine plus tard, André commença enfin à ressentir un certain soulagement. Mais cette expérience avait déjà bouleversé leur vision des choses. Pour Pierre, qui avait soutenu son père pendant des années de voyages, de répétitions et de travail incessant, le message était clair. Leur façon de faire ne pouvait plus durer. Cette maladie soudaine l'avait profondément affecté. Il comprit qu'enchaîner les concerts, se produire sans relâche et respecter un calendrier surchargé n'était plus sans risque. Il admit que le Mexique ne pourrait pas figurer à nouveau dans leur programme de tournée avant au moins 2025. S'il revenait, toute l'organisation devrait être différente, plus lente et plus réfléchie. Il faudrait plus de temps entre les spectacles, plus de temps pour souffler et une bien meilleure planification. L'âge d'André rendait ces discussions encore plus urgentes. À 76 ans, le monde lui paraissait différent de ce qu'il avait connu à 50 ou même 60 ans. Les longs voyages à travers plusieurs fuseaux horaires l'épuisaient davantage qu'auparavant. Il lui fallait plus de temps pour se remettre du décalage horaire.
Son corps ne récupérait plus après un week-end de concerts intenses. Avant même que la maladie n'atteigne son paroxysme, André avait senti que quelque chose n'allait pas lors du deuxième concert à Mexico. Il en avait parlé à sa femme, lui confiant qu'il n'était pas certain de pouvoir continuer à enchaîner les tournées à ce rythme. La joie de jouer était toujours présente, mais la fatigue physique était devenue trop pesante pour être ignorée. Il s'était surmené pendant des années, parfois plus qu'il n'aurait dû, et maintenant son corps le lui faisait savoir. Cette fois, il savait qu'il devait l'écouter. Ignorer les signes ne ferait qu'empirer les choses. Pierre expliqua que voyager à travers le monde n'était plus aussi simple qu'avant. Cela pesait désormais trop sur la santé de son père. De plus, André travaillait dans des conditions de chaleur extrême, ce qui ne faisait qu'aggraver sa situation. L'équipe qui l'accompagnait était également éprouvée. Mexico est situé à une altitude très élevée, à plus de 2,0 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air se raréfie et la respiration devient plus difficile, surtout sous les projecteurs. Dorona Alberti, l'une des chanteuses qui accompagnait André en tournée depuis janvier, en a fortement ressenti les effets. Pendant son spectacle, elle devait s'interrompre pour boire de l'eau et reprendre son souffle avant de continuer. Plusieurs membres de l'équipe ont souffert de saignements de nez. Leur visage était rouge d'effort. Même les mouvements les plus simples les essoufflaient. Ils ont essayé d'en rire, mais tous ressentaient l'oppression suffocante. Pierre expliqua plus tard que l'annulation de la tournée avait été terrible, mais que c'était la seule solution raisonnable. Si André était resté sur scène, il aurait risqué de s'effondrer. Cette seule possibilité a rendu la décision évidente. L'impact financier était également considérable. Les ventes de marchandises ont chuté. Les plans de voyage ont dû être modifiés à la dernière minute. Et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas assurés pour ce genre de situation. Les répercussions se sont fait sentir dans toute l'équipe. Pour les artistes, le changement était irréel. En instant, ils vibraient sous les acclamations du public. L'instant d'après, la tournée était terminée. Alors qu'ils déambulaient dans les rues après l'annulation, les gens continuaient de les aborder pour prendre des photos, sans se rendre compte de la gravité de la situation. Nombre de fans ignoraient qu'ils venaient peut-être d'assister au dernier concert d'André au Mexique. Ils souriaient encore, étaient encore sous le coup de l'émotion, imprégnés de l'énergie du spectacle. À l'extérieur de la salle de concert, les rues s'étaient transformées en un joyeux brouhaha de vendeurs proposant des produits dérivés non officiels. Partout, on voyait des tasses colorées, des ours en peluche tout doux et des t-shirts à l'effigie d'André. L'atmosphère était joyeuse et pleine de vie. Pendant les concerts, l'amour qu'il lui témoignait était intense et inoubliable. Mais derrière son sourire, quelque chose en lui commençait déjà à se briser. De retour à Maastricht, André se consacra entièrement au repos. Il passa plusieurs jours chez lui, laissant son corps se rétablir petit à petit. Pierre gardait espoir pour le prochain concert à Liverpool, mais il savait aussi que la situation était délicate. Personne ne pouvait affirmer avec certitude que le Mexique avait vu André Rieu pour la dernière fois sur scène, mais l'idée planait comme une ombre. André avait toujours dit vouloir rester en bonne santé pour pouvoir continuer à partager sa musique avec le monde entier. Ce désir prenait désormais tout son sens. Son entourage savait que ce n'était pas la première fois qu'il ressentait les effets de son emploi du temps chargé, mais cette fois, la situation était bien plus grave. La tournée s'était interrompue non pas pour des raisons logistiques ou d'organisation, mais parce que le cœur de l'orchestre, celui qui en était le pilier, avait besoin de repos. La musique reviendrait un jour, mais seulement lorsque son corps le lui permettrait. En attendant, le monde devait patienter, et André devait se rétablir, retrouver son équilibre. Durant les longues journées de sa maladie, André se retrouva à lutter contre bien plus que la faiblesse physique. Il souffrait du silence qui l'entourait. Rester assis chez lui le mettait mal à l'aise d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Le silence lui pesait. L'adrénaline de la scène, la chaleur des projecteurs sur son visage, la sensation de la musique qui le traversait, tout cela lui manquait. L'idée de ne plus jamais pouvoir remonter sur scène était presque insupportable. Cette crainte l'a poussé à examiner attentivement sa vie et à trouver un moyen de rendre son travail moins exigeant, tout en conservant son sens. Afin de préserver sa santé, André et son équipe ont décidé d'alléger son emploi du temps. Ils ont convenu de réduire le nombre d'interviews, de limiter les apparitions médiatiques et de se retirer des engagements publics qui ajoutaient une pression inutile. L'objectif était simple. Lui offrir un moment de repos, faire taire le bruit et préserver ses forces restantes. Il ne s'agissait pas d'abandonner. Il s'agissait de protéger ce qui comptait le plus pour lui. André expliqua que son corps lui envoie des signaux d'alarme lorsque la pression devient trop forte.
Quand son emploi du temps s'est trop chargé, l'un des organes responsables de l'équilibre commence à dysfonctionner. La sensation est intense, la pièce penche, le sol tourne, et il devient impossible de se tenir droit. Il a décrit la sensation comme si le monde se dérobait sous ses pieds. Cette maladie le poursuit depuis près de 20 ans, lui rappelant que même les esprits les plus forts ont leurs limites. Bien qu'elle n'ait jamais complètement disparu, il a appris à la gérer en étant attentif à son niveau de stress et en ralentissant le rythme quand il en ressent le besoin. En préservant son temps et son énergie, il espère continuer à jouer la musique qu'il aime pendant de nombreuses années encore, avec plus de précautions et en prenant davantage son temps. André avait déjà parlé ouvertement par le passé des effets néfastes du stress sur sa santé. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait une promesse. Désormais, il prendrait le temps de se reposer. Pendant un temps, il a tenu parole. Il a ralenti le rythme, pris soin de son corps et semblait plus serein lors de ses voyages. Le public pouvait constater la différence. Il semblait avoir trouvé un équilibre plus sain, mais la vie a la fâcheuse habitude de faire ressurgir de vieux soucis au moment où on s'y attend le moins. Il y a près de 10 ans, en 2016, André a annulé subitement plusieurs dates de sa tournée. Les fans ont été pris de panique presque immédiatement. Nombre d'entre eux se souvenaient de ses problèmes de santé passés et craignaient le pire. Des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux en quelques heures. On se demandait s'il était de nouveau malade, si quelque chose de grave s'était produit ou s'il remonterait un jour sur scène. Pourtant, la vérité, lorsqu'elle éclata enfin, n'avait rien à voir avec sa santé. Un membre de l'orchestre, Johann Strauss, une personne qui lui était très chère, était décédé. Le poids émotionnel était trop lourd, selon un communiqué de son équipe. André était anéanti et incapable de poursuivre sa carrière, accablé par un tel chagrin. Même si les rumeurs concernant son état de santé étaient infondées, l'inquiétude qu'elles ont suscitée a longtemps persisté chez ses fans. Mais ce moment a permis à André de comprendre une chose essentielle. La vie passe vite. Plus vite qu'on ne le pense, et la vivre à toute vitesse ne fait qu'aggraver les choses. Désormais, plus que jamais, il croit en la nécessité de ralentir. Il tient à préserver sa tranquillité, à se reposer quand il le faut et à honorer ce qui compte vraiment. Sa musique, sa famille, sa santé et ceux qui le soutiennent depuis des années. Le monde continue d'avancer à toute vitesse, mais André Rieu apprend à vivre à un rythme qui préserve son corps et sa capacité à continuer de partager sa musique.